coup, il nous a dit, les gars, ça serait cool de se faire une SCI. Et même à l'époque, il y a plein de gens qui nous disaient, non, mais je ne trouverai jamais. Question piège. Tu sais, c'est un peu comme les enchères. C'est Ouais. qui est prêt à acheter à tel prix, quoi. Aujourd'hui, au coin de ma rue, j'ai croisé Johan Lopez. Johan, c'est le roi des finances personnelles. Il investit aussi bien dans des immeubles de rapport que dans des converses signés par des créateurs. Il va nous raconter tous ses conseils pour se lancer dans l'investissement. Salut Johan. Au coin de ma rue. Salut, Merci Raphaël. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter ton parcours? Je sais que tu as eu pas mal de différentes expériences pro jusqu'à arriver à ta newsletter Snowball. Ouais. Alors, du coup, donc, ouais, Johan, je suis né à Marseille. J'ai grandi dans le Var. Je fais des études d'éco à la fac. Ok. Après, je suis tombé dans l'univers des startups chez WeThings, où j'ai fait mon stage. Donc, WeThings, les objets connectés, montres, balances, tout ça. Où j'ai bossé en tant que, au début, product manager en stage. Et finalement, ils n'avaient pas de job en product, mais j'aimais bien l'entreprise. Et ils m'ont dit, bon, une place en marketing. Et du coup, Ok. j'ai dit, allez, on va tenter. T'as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 3 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Je suis parti juste avant qu'il soit racheté par Nokia, Ouais. le fameux rachat avant de se faire racheter par Ouais. le fondateur. Et ensuite, donc, du coup, je suis parti. J'ai fait le wagon parce que je voulais pas devenir dev, mais plus avoir. Tu peux expliquer ce que c'est que le wagon? Ouais, le wagon, ouais, c'est un bootcamp. Une formation, quoi. Ouais. Donc, ouais, après, ensuite, du coup, je me demandais si je voulais lancer ma boîte ou pas. Finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu cherches, mais tu te lances pas. Donc, j'ai arrêté. Et finalement, j'ai bossé chez Comet pendant 4 ans. Donc, Comet, qui est une place de marché qui met en relation des freelances plutôt tech, data scientists, etc., avec des entreprises, donc essentiellement des grands groupes. C'est un peu le Malte de la tech, si on devait résumer de façon assez simplifiée. Et donc voilà, donc je suis resté 4 ans en tant que directeur marketing. Et finalement, j'ai lancé Comet en mars 2020, un peu par... Comet, je fais toujours l'erreur, Snowball, un peu par hasard en mars 2020. Tu peux nous expliquer un peu le concept? Ouais, carrément. Alors Snowball, alors au début, c'était vraiment un petit projet que j'avais à côté de mon boulot, parce que j'étais encore directeur marketing. C'était pile avant le premier confinement, donc mars 2020. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, moi, j'adore l'économie, l'univers des finances perso, l'investissement, etc. J'étais devenu un peu le pote à qui on demandait des petits conseils à chaque fois. Ton assurance vie, tu l'as ouvert où, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer une petite newsletter sur ce sujet-là où je partagerais un peu mes connaissances, ce que j'ai fait. Et donc voilà, donc au début, c'était une newsletter sur les finances personnelles, donc de comment tu gères ton budget jusqu'à comment tu achètes un immeuble de rapport. On en reparlera sûrement après. Mais voilà, et donc petit à petit, ce petit projet est devenu un peu plus gros, quoi. Et donc c'est devenu mon projet principal. Maintenant, tu as combien de gens qui te lisent par semaine ou par mois? Je sais pas. Alors là, en tout, il y a 52 000 abonnés, Ok. un peu plus même maintenant. Et dans ces 52 000, il y en a à peu près 4 200 qui sont abonnés payants, parce qu'en gros, tu as une partie gratuite, une partie payante. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc newsletter où j'étais solo, et donc 3 ans après, c'est devenu une sorte de collectif de newsletters. En fait, il n'y en a plus une, mais il y en a 12. Ouais. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de média centré autour de newsletters un peu différentes avec des créatrices Toujours et sur les créateurs. finances perso? Ouais, c'est ça. L'idée, c'était plus de verticaliser. Tu vois, il y a Mylène qui écrit sur l'immobilier. Jean-Christophe, c'est un passionné de vin, l'investissement dans le vin. Alice sur le budget. Bon, bref, voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver les... C'est sur le site de Snowball. Si tu vas sur snowball.xyz, tu as accès à tout, la partie gratuite, la partie payante, tout ça. Très bien. Du coup, on va parler un peu plus des investissements immobiliers. Ouais. Donc, je sais que tu as été propriétaire d'appartements, d'un immeuble de rapport. Ouais. Je sais que tu es propriétaire de Lego aussi, apparemment. Ouais, c'est ça. Du coup, on va adresser un peu tous ces sujets-là. Est-ce que déjà, tu peux nous parler un petit peu de ton premier achat immobilier? Quand est-ce que tu l'as fait? À quel âge? Combien ça t'a coûté? Ouais. Comment tu l'as financé? Alors, le premier achat immobilier, c'était un studio à Paris, pas très loin d'ici d'ailleurs, limite 8-17, vers le métro Rome. Ok. Et donc, c'était un petit studio. C'était un investissement locatif? Tu voulais habiter dedans? C'était quoi? C'était un investissement. L'idée, c'était de vivre quelques mois dedans et ensuite de le mettre en location. Okay. C'était l'époque où Airbnb, c'était encore assez flex à Paris. C'est plus le cas. C'était en quelle année? 2016? Ouais, 2016, je crois. 2016? Et tu l'as acheté combien? Tu avais combien d'apport? C'était 200...
240 000, je pense, 250 000. C'était, de mémoire, c'était combien de mètres carrés? C'était pas très grand, hein. On devait faire entre 25 et 30, je pense. Peut-être 30. Ok. Truc dans le genre. C'était facile d'avoir un prêt à l'époque? Bah ouais, c'est plus facile, ouais. C'était assez simple. Et l'apport, on a dû faire un apport de 20 000 euros, je pense. Ok. Et le taux, c'était quoi à l'époque? Et le taux, Fais-nous rêver. de mémoire, c'était... Je crois que c'était 0,8, un truc comme ça. Donc ouais, c'était pas les mêmes taux qu'aujourd'hui. Autour des 4-5, quoi. Ouais. Donc ouais, ça c'était le premier achat que j'ai pas gardé très longtemps. Ah, tu l'as revendu? On l'a revendu, ouais, parce que on n'avait plus envie de gérer l'Airbnb. C'était quoi les problèmes que tu rencontrais? Bah, c'était c'était pas vraiment des problèmes, mais tu vois, même j'étais passé par des conciergeries pour gérer, mais ça m'est arrivé d'avoir une clé qui a été perdue et du coup de faire venir le serrurier, même si c'est pas toi qui gères, tu dois quand même gérer l'intermédiaire. Qu'est-ce qu'on a eu? Des petits trucs abîmés, mais très légers, mais c'était juste une charge mentale en plus que j'avais plus envie d'avoir à l'époque. Okay. Je commençais mon boulot chez Comet, j'avais plus envie, quoi. Donc ouais, ça c'était le premier. J'ai revendu, je pense, 2 ou 3 ans après. Ok. J'ai dû faire, je sais pas, on était 2, mais on a dû faire 20 ou 30 000 euros de plus-value chacun, quoi. Donc franchement, pour 3 ans, ça va, c'est cool. Ouais. Et après, tu t'es mis sur l'immeuble de rapport. Ouais, ça... Comment t'es arrivé là-dedans? Alors, en fait, j'étais plus tiré dedans par un de mes potes qui est architecte intérieur et il adore l'immobilier. Lui, c'est vraiment son truc. Et il s'est dit, les gars, on est un groupe de 3 à 4 potes. On est un bon groupe de 4, mais finalement, on s'est mis à 3 sur celui-là. Et du coup, il nous a dit, les gars, ça serait cool de se faire une SCI et commencer à acheter de l'immobilier ensemble parce qu'on est assez complémentaires. Tu vois, lui... c'est lui qui a fait tous les plans de l'immeuble parce que c'était une seule maison. Enfin, c'était une maison où il y avait une seule famille, mais séparée en deux. Il y avait la grand-mère et je sais plus, les fils en bas. Bon, bref. Comment vous avez trouvé le bien déjà? Le bien, on l'a trouvé. Il s'est fait un peu pote avec un agent immobilier. Et l'agent immobilier lui envoyait des opportunités. Et là, c'était vraiment une belle opportunité parce que, il y avait énormément de travaux. On a eu 100 000 euros de travaux, tu vois, pour un bien qui coûte... 180, je crois, 180 000. Donc c'est à Fréjus. 260 mètres carrés, un truc comme ça. Pourquoi Fréjus? Parce que mes potes sont là-bas. Lui, à Aix, Aix-Marseille. Et donc, il fallait un bien pour pouvoir gérer les travaux qui soient pas loin d'eux, parce que c'est pas moi qui gère les travaux. Et donc, donc ça, c'était le deuxième en 2020. On a commencé les démarches fin 2019. Ensuite, il y a eu le Covid, tout ça, donc ça a traîné. Et on a signé le 8 juin 2020. Et les travaux ont commencé en septembre. Et là, pareil, le prêt, c'était facile? Le prêt, c'était plus compliqué, là, parce qu'on était 3, SCI, pas de la même famille. Mais tu as quand même trouvé un banquier malin? Non, on est passé par un courtier, qui a été top et qui nous a trouvé un prêt. Alors, le taux, il était pas... il était plus haut que ce qu'on peut trouver ailleurs à l'époque. Mais quand je regarde aujourd'hui, je me dis, franchement, ça va. C'était un 1,2, je crois, 1,1, 1,3. En plus, sans apport, parce qu'on cherchait aussi sans apport, c'est ça qui faisait compliquer les choses. Avec un délai de franchise pour les travaux. Donc franchement, on a eu tout ça. Donc je pense que là, ce serait plus compliqué. Les travaux, ça s'est bien passé? Les travaux, ça s'est super bien passé. Encore une fois, je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur ce premier gros achat, parce que j'avais acheté le studio, il y avait des petits travaux, mais rien, quoi. Parce que là, du coup, il fallait tout casser à l'intérieur. On est vraiment parti de zéro, quoi, une page blanche. Et on a trouvé un petit artisan qu'on connaissait pas dans le petit village où j'habite, pas loin de là où j'ai grandi, et là où il y a le père de mon pote. Et lui, il se lançait, et donc il était prêt à se dire, ok, c'est un gros chantier, donc il nous a fait un bon tarif, et il était ultra méga pro parce que c'était un peu son premier truc. C'était un peu à la fois un pari de notre côté, mais voilà, le mec avait l'air sérieux, et finalement ça s'est ultra méga bien passé. Il a été vachement arrangeant sur plein de trucs. Il y a eu évidemment, ça a dépassé comme tous les travaux, surtout dans des gros chantiers comme ça. Mais finalement, on a dû dépasser de 10 000 euros, tu vois, 10-15 000 euros, je pense. Donc franchement, ça va. C'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a un schéma où les gens font de l'investissement locatif proche de zones qu'ils connaissent et pour lesquelles ils ont un peu d'affection, quoi. Ouais, il y avait ça. Et en plus, Fréjus, c'est une petite ville sur la Côte d'Azur. On se disait, il y a
peu de chances que, tu vois, ça peut varier évidemment, fluctuer les cours, mais Vous avez trouvé des locataires facilement et ça se passe bien depuis? En fait, au début, on a fait pas mal évoluer le modèle économique de l'immeuble. Au début, ce qu'on voulait faire, c'était full Airbnb parce que t'as pas de quota là-bas, tu peux le faire comme tu veux, c'est très flexible. En plus, tu vois, l'été, ça marche bien, il y a la mer à côté, c'est à 20 minutes à pied, donc c'est assez cool. Mais finalement, c'était un peu galère. Il y a eu le Covid et tout, donc il y avait moins de touristes, forcément. Enfin, période Covid, je veux dire. Et finalement, on a dit, bon, on va plutôt faire des beaux classiques. Okay. Et c'est ce qu'on a fait. On a pas mal galéré sur la gestion. Déjà, trouver les locataires, est-ce qu'on passe par une agence ou pas? On a testé par une agence. Une agence de quartier, tu vois, qui était pas loin. Ça s'est pas super bien passé. On n'était pas hyper contents. C'était pas hyper pro, quoi. Okay. Du coup, on a arrêté avec l'agence. On est passé en direct. Au début, je sais plus, on a utilisé plusieurs outils. En fait, on a utilisé Orizio. Après, on est passé sur Wheezy pour gérer la gestion locative. Et ensuite, tout gérer de notre côté, mais via cet outil, qui n'était pas dingue non plus, mais bon, ça marchait mieux que l'agence. Ça demandait un peu plus de boulot de notre part. Et ensuite, ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a vendu 2 appartes parce qu'on voulait se relancer sur un nouveau bien. Et du coup, on s'est dit... Franchement, en vendant 2 appartes, tu vois, on a vendu 2, ça nous a fait 150 000 € à peu près, donc quasiment la moitié de ce qu'on avait emprunté. Et il nous en reste 4 qui remboursent largement le prêt. Franchement, sur ça, je sais pas, c'est la chance du débutant peut-être. non, c'est mon pote, il a eu le nez creux sur l'opportunité, quoi. Et du coup, là, vous recherchez un nouvel investissement? Et là, on cherche un nouvel investissement, pareil dans la région, parce qu'on cherche un peu un taudis qu'on pourrait bien retaper. Et du coup, c'est mon pote qui gérait les travaux. C'est pas mal à la mode en ce moment de racheter des passoires énergétiques, les retaper, les louer, quoi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une news là, il y a pas longtemps sur les Échos qui disait que les ventes de passoires énergétiques sont vachement en hausse parce que du coup, les prix chutent. Ils décotent des prix. Donc on cherche ça là. Ok. Voilà, c'est une annonce s'il y a des gens qui vendent des immeubles à côté de Fréjus. Ou immeuble ou même appart. Tu vois, là on a vu un appart à Aix, genre tout pourri, tout pété, à 2000 €, 2300 du mètre carré, où tu peux faire quand même un truc assez sympa. Et c'est quoi au sein de ton patrimoine le poids qu'a l'immobilier par rapport aux autres investissements que tu fais? C'est une bonne question, l'immobilier. Déjà, c'est compliqué vu qu'on est 3 dans une SCI. Bon, si je devais faire un calcul, on va dire 150 000 € chacun, quoi. Je dis ça va être de la valeur actuelle, doigt mouillé. Ça, je sais pas trop. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ça doit être à peu près... ça doit être 30 à 40%, un truc comme ça. Tu vas nous parler ensuite de tes autres actifs. Juste, j'ai 2-3 questions un peu rapides comme ça à te poser. Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif? C'est la question, ça dépend. Non, ça dépend. Mais après, c'est un vrai. Je pense que. Tu vois, moi, j'aime bien avoir la liberté de pouvoir bouger. Donc, avec ou sans travaux? Bon, je pense que avec travaux. Avec travaux, préfère. Louer en meublé ou en vide? Meublé. Gérer seul ou avec une agence? Seul. Et investir plutôt dans la pierre ou dans la crypto? C'est une question piège. Les deux. Yes. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton patrimoine de manière générale? Donc, tu disais que tu avais quelques investissements exotiques, soit en crypto, soit apparemment des Lego. Tu peux nous parler de ça un petit peu? J'ai pas mal de trucs exotiques. Déjà, du fait d'écrire Snowball, tu vois, j'explore un peu tous les sujets, donc je teste aussi, évidemment. Donc, je pense que je dois avoir des 100, 200 € dans 50 ou 60 plateformes différentes. Il faudrait que je les note d'ailleurs un jour. Et est-ce qu'au fur et à mesure que tu deviens expert sur les finances perso, tu trouves des investissements qui sont de plus en plus intéressants et de plus en plus exotiques ou... Non, pas forcément. Justement, il y a une des dernières newsletters que j'ai écrites sur le sujet, c'est plus t'as ton patrimoine qui augmente
Et plus tu as tendance à aller chercher des investissements complexes, tu vois, les très riches qui vont aller investir dans des hedge funds, pardon, alors qu'on sait très bien que les indices des ETF classiques, ça bat 90% du temps, je dis au hasard, mais quasiment tout le temps. Tu peux rappeler ce que c'est un ETF juste? Ouais, un ETF, c'est en général c'est un panier d'actions qui va suivre un indice. Donc un indice, par exemple, tu as le CAC 40 qui est un indice qu'on connaît tous en France, les 40 plus grosses entreprises. Donc investir dans un ETF CAC 40, c'est comme si tu investissais dans ces 40 entreprises, mais sans avoir à acheter une action de chaque entreprise. Donc pour un coût souvent plus bas et avec des frais très bas par rapport à des fonds d'investissement ou autre. Je reste en majorité à investir dans des ETF, etc. Mais je commence à aller sur des trucs un peu plus exotiques, tu vois. J'adore les objets de collection, mais divers et variés, tu vois. Justement, je vais en parler ce soir dans la newsletter de ce soir, mais je me suis amusé à acheter une Super NES dans sa boîte d'origine avec un Mario qui n'a pas été ouvert, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça, c'est plus pour le plaisir ou c'est plus pour l'investissement? En gros, c'est plus d'abord plaisir, parce que j'aurais pas fait si j'étais pas passionné de ce sujet-là, ça c'est sûr. Mais il y a le côté, tu te dis, un peu comme un collectionneur d'art ou autre, tu vois, il adore l'art, il va collectionner et il sait que dans 30 ans, peut-être qu'il pourra revendre cette œuvre pour je ne sais quel projet ou en acheter d'autres, etc. Mais là, tu vas l'ouvrir le jeu et tu vas. Non, là, c'est vraiment un truc comme un musée, quoi. Et donc, donc j'ai testé pas mal de trucs, mais sur ça reste, je sais pas, 10% de mon patrimoine sur des trucs un peu exotiques. Tu vois, où est-ce qu'on trouve ce genre de. T'as des sites d'enchères qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les objets de collection, enfin, c'est les collectibles en anglais, donc c'est plus. Ils vont vendre des autographes de je sais pas quoi, des chaussures de Prince de tel concert, plein d'objets un peu comme ça, un peu originaux. C'est quoi les objets que t'as? Donc là, été une petite Super NES avec Super Mario. Ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me suis acheté une paire de Converse signée par Virgil Abloh. Tu sais, c'était le directeur artistique de LVMH, qui est mort malheureusement. Pas longtemps, et donc je m'étais acheté ça. C'est dingue. Tu les as mises? Non, je les avais payés $7,000, je crois. Mais non. Si. Et c'est un peu le truc what the fuck. Et il y a un cours des Converse de Virgin Abloh quelque part? Non, mais après c'est un peu comme les enchères, c'est qui est prêt à acheter à tel prix, quoi. Donc j'ai plein de trucs, j'ai des trucs, des jouets Mattel, tu vois, je sais plus, il y a un artiste qui s'appelle Daniel Arsham que j'aime beaucoup, qui a fait une collaboration avec Mattel il a fait, tu sais, les Hot Wheels, les petites voitures là. Et donc lui, il est connu pour un certain, il fait des sculptures comme si elles avaient été dégradées par le temps. Et du coup, il a fait une petite Porsche comme si elle avait été rongée, comme si elle était en pierre et rongée. Et donc bref, il a fait un truc avec Mattel. On voit beaucoup de conseils passer sur l'investissement. Alors c'est devenu même sur des. Il y a tout le temps des pubs sur YouTube, les gens qui s'inventent aussi experts dans l'immobilier ou dans l'investissement de manière générale. Toi, si tu avais un ou deux conseils à retenir sur comment bien gérer ses finances perso et où investir, quoi. Je dirais que pour 95% des gens, sur du long terme, en tout cas, la meilleure solution, c'est un PEA avec des ETF dedans, quoi. Pour commencer, tu vois, quand tu n'as pas forcément des grosses sommes. Tu peux rappeler aussi ce que c'est qu'un PEA, on a déjà vu ETF. PEA, c'est un plan d'épargne action, donc c'est une coquille, un compte, quoi, que tu ouvres avec ta banque ou d'autres plateformes, et qui te permet de stocker dedans donc des actions, des ETF, même des obligations, tu peux en mettre. Même des parts de start-up dans le PEA, PME. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, évidemment, tu diversifies. Je pense que tu vois, l'immobilier, ça reste un vrai bon placement. Dans ton PEA, au-delà des ETF, tu as aussi investi dans des startups en direct ou pas? Ouais, j'avais acheté un peu quand j'étais chez Comet. Ils proposaient un moment, on avait fait une levée de fonds. Du coup, j'avais peut-être mis 5 000 € à l'époque, pas grand-chose. Et pareil, dans la startup j'ai investi un peu dans la startup de mon ex-collègue Virgile qui a monté Figures. Et du coup, pareil, je dois avoir 5 000 € qui sont stockés là-dedans. D'ailleurs, c'est un enfer d'investir dans une startup avec ton PEA. Enfin,
des allers-retours avec Boursorama, j'ai dû en faire au moins 20, je pense. On a eu quelques sujets avec Crowdcube sur le sujet aussi. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Ok, trop bien. Est-ce que pour finir, tu peux t'as un parcours d'investisseur qui t'inspire et qu'on devrait avoir sur ce podcast? Voir une buffette. Ouais, en fait, ouais. Non, un parcours d'investisseur, je réfléchis. Je sais pas si tu l'as eu, mais je pense que Alexandre de Tudigo, justement, je pense qu'il doit être intéressant. Il a touché à pas mal d'actifs. Je sais qu'il était à fond sur le mouvement FIRE. Enfin, on en avait parlé. Je crois qu'il avait été pas mal inspiré par le mouvement FIRE, donc, Financial Independence, Retire Early. Donc, oui, les gens qui veulent atteindre la liberté financière assez tôt pour être libres financièrement. Ok. Et donc, ouais, je pense que lui, ça pourrait être pas mal. Je sais pas si tu l'as Alexandre, déjà vu. si tu nous écoutes, t'es invité sur le podcast. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool. Merci à toi. Et puis, on va tous s'abonner à Snowball rapidement. Merci beaucoup. Merci. À salut. toutes. Au coin de ma rue,